Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Voix du Dedans. Alors aujourd'hui c'est un épisode un petit peu particulier et je suis ravi de pouvoir accueillir notre invité aujourd'hui. Aux confins de notre monde, là où les paysages se font extrêmes, l'être humain découvre souvent ce qu'il porte de plus profond. Dans les étendues arides où rien ne semble survivre, une voix intérieure s'élève, pourtant, insistante, claire comme une source cachée. Sur les crêtes balayées par les vents, chaque pas semble frôler l'impossible. Et pourtant quelque chose en nous persiste, avance, respire. Dans les terres de glace, où le silence règne, les pensées deviennent plus nettes, plus honnêtes, plus nues. C'est dans ces lieux limites, qu'ils soient extérieurs ou intérieurs, que naissent les contes. Ces compagnons qui parlent en symboles parce que les mots seuls ne suffisent plus. Ils portent des vérités enveloppées de mystères, de voiles, des images capables de traverser les âges et d'éclairer les nuits de l'âme. Comme les héros qui s'élancent sur des distances infinies, nos récits nous apprennent à endurer, à écouter, à dépasser, à nous dépasser. Ils nous murmurent que la frontière du possible n'est jamais fixe, qu'elle se déplace avec chaque souffle, chaque choix, chaque pas, et qu'au cœur de l'effort, dans ce point où le corps vacille et l'esprit s'ouvre, quelque chose de plus vaste se révèle. Car la paix, bien souvent, ne se trouve pas dans le confort, mais dans l'épreuve transfigurée. Dans l'apprentissage patient, dans la rencontre avec ce que l'on croyait redouter. Aujourd'hui, je donne la parole à un homme qui parcourt ses chemins et paysages intérieurs. Malek Boukherchi est un marathonien de l'âme, qui prend le pouls des sentiers de la terre et tend l'oreille et le cœur à tous les signes autour de lui. Par son engagement, il rend la voix du dedans un peu plus audible pour chacune et chacun de nous. Aujourd'hui, j'ai donc le plaisir d'accueillir Malek Boukherchi. Malek, bonjour et sois le bienvenu. Bonjour Kylian et bravo, quelle belle introduction. Merveilleux. Avec grand plaisir. Et je complète simplement cette introduction avec un conte des terres mauritaniennes que tu m'as partagé récemment et qui m'a beaucoup touché, qui s'intitule « Le passeur gardien du vide ». Donc je vais le lire pour nos auditeurs et auditrices. Loin, dans un désert sans nom, vivait un homme que l'on disait gardien du vide. Il n'avait ni montre, ni téléphone, rien que le vent, les dunes et les étoiles comme témoins. Un jour, un voyageur essoufflé arriva. « Que fais-tu ici, seul dans le néant ?» Le gardien sourit et répondit « Je contemple ce que vous fuyez, la vérité. Car la vérité a un frère, le silence, et c'est le silence qui le fait naître. Et le mensonge de vos sociétés dites modernes a un allié puissant, le bruit, et c'est le bruit qui le fait prospérer. » Le voyageur resta une nuit, puis 2, puis 3. Il apprit que le sable enseigne mieux que les livres, et que l'absence est un écrin où le sens se révèle pour préserver le silence et fuir les bruits. Quand il repartit, le gardien passeur lui dit « Le désert ne te donne rien, mais il t'enlève tout ce qui n'était pas essentiel. » Voilà. Je te remercie encore infiniment, Malek, pour ce magnifique partage du cœur. Avec plaisir. Ça résonne forcément. Donc pour rappel, ce podcast, La Voix du Dedans, a pour but de mettre en lumière la paix présente à l'intérieur de chacune et chacun d'entre nous, en donnant la parole à celles et ceux qui œuvrent pour la paix dans le monde. Je serais ravi et très honoré que tu puisses présenter un petit peu ton parcours et comment tu as emprunté cette voie de la paix, cette voie à l'intérieur. Toujours une question délicate que de se présenter, Kylian, parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens confondent le faire humain et l'être humain. Quand on demande aux gens qui es-tu, ils répondent par qu'est-ce que tu fais.
Et la question le faire humain doit laisser place à l'être humain. Donc moi je garde en mémoire toujours les propos d'un Michel de Montaigne qui disait à son grand ami la Boétie, parce que c'était lui, parce que c'était moi, disait-il, dans le dire et le faire vont ensemble, il y a une belle harmonie. Donc il s'agit de savoir associer à la fois le faire et l'être humain. Donc moi quand je me présente, j'aime me définir comme un guetteur-tisseur de rêves, c'est mon métier. Je vais y venir sur l'origine du guetteur-tisseur de rêves parce que c'est une belle histoire et je crois beaucoup aux histoires, tu en as raconté de très belles en introduction. Parce qu'au-delà de raconter une histoire, on crée du sublime, on guette l'invisible et on garde vif la soif d'infini en ces temps troublés et troublants. Plus que jamais, on a besoin, je pense, de modeler l'argile des mots dans ses plaintes, dans ses déliés, pour pouvoir faire advenir le juste, le beau et le digne. Voilà ce qui m'anime dans la quête de la paix intérieure et extérieure, de la justesse, de la beauté et de la dignité. Et avec ça, on est capable de raisonner avec soi, les autres et le monde. Alors, guetteur, tisseur de rêves, c'est présent dans 3 domaines d'activité. Après, on va voir qu'est-ce que l'on met derrière cette notion-là. Parce que quand tu dis guetteur, tisseur de rêve, les gens, ils hallucinent assez souvent en se disant, mais comment tu veux parler de rêve dans un monde de brutalité, de chaos permanent? Il y a beaucoup de faiseurs de chaos autour de nous. Mais il y a beaucoup de guetteurs, tisseurs de rêves, des gens également qui sont là pour retisser nos humanités déchirées. Il y en a plein. Mais il suffit juste d'aller à leur rencontre et de les mettre en avant. Et je crois beaucoup aux rêves. Plus que jamais, on a besoin de rêver, parce que les rêves sont faits pour féconder le réel, ça c'est déjà une réalité. Et chez nous, on dit dans la tradition berbère, comme j'ai grandi avec les aphorismes de la tradition berbère, chez nous on dit un homme sans rêve, une femme sans rêve, c'est comme un oiseau sans aile, il tombe. Les rêves sont faits pour nous structurer, nous accompagner, c'est un territoire singulier de tout à chacun. Et il s'agit d'y croire avec force et conviction, de coller comme un train-de-poste pour arriver jusqu'à la destination. Et rien ne vaut un rêve, disait Hugo, pour créer le futur. Maintenant, on est dans un monde rationnel. Moi, je bascule entre le monde du visible et de l'invisible. Mais dans ces sociétés occidentales, on est dans un monde rationnel. Guetteur, tisseur de rêve, moi, je suis présent dans 3 domaines d'activité. Alors, je suis anthropologue. Donc, avec mon cabinet de recherche, avec mes interventions en entreprise et dans les différentes strates de la société civile, à travers mes associations, je travaille sur les résonances. C'est mon domaine d'activité. Les résonances, RAI, la tête. Mais la résonance de la tête n'est rien sans la résonance du cœur, le RE, résonance, raisonner. Pour pouvoir faire face au nouveau raisonnement, le raisonner, le RESAU, celle des réseaux sociaux. Moi, je parle plutôt de réseaux asociaux, parce que 90% sont des réseaux asociaux aujourd'hui dans le monde des écrans et du universel. Mais il y a encore de belles choses à travers les écrans. Donc, je travaille sur les dynamiques relationnelles, sur les vibrations, le vibrer, soit avec les autres. Et se vibrer soit avec les autres n'est rien sans ma deuxième casquette, le tisseur-guetteur de rêve, je suis philo-conteur. Donc voilà, tu as démarré là-dessus, tu as tout à fait raison, je crois beaucoup aux histoires, je crois beaucoup aux métarécits, je crois beaucoup, bien sûr, à la force des mots, à la mélodie des sons, à la mélopée des mots, parce que lorsqu'on veut embarquer, lorsqu'on veut fédérer, il s'agit d'aller chercher l'enfant éternel qui sommeille en chacun de nous. Et quand tu racontes une histoire, comme tu l'as fait en introduction en reprenant cette très belle histoire qui parle beaucoup, parce qu'on l'a pratiquée, c'est une vraie rencontre, faite dans le désert mauritanien, on n'est jamais contre une histoire. Tu la reçois et elle te traverse et tu en tires les conclusions. Moi, je vois dans l'enseignement, s'il reste dans une approche mécanique froide, conceptuelle, c'est ta posture et c'est facile. Par contre, s'exposer, parler de soi, c'est une parole organique chaude et une histoire, c'est une parole organique chaude. Parce qu'il y a toujours un peu de soi à l'intérieur d'une histoire. Donc on s'expose. Donc je crois beaucoup aux histoires et donc j'enseigne et j'interviens par histoire interposée parce que c'est apporter un peu de ciel bleu ici-bas sur Terre, on en a besoin par les temps qui courent. Et toutes ces histoires, je les révise à travers ma pratique et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup ta photo derrière toi, les auditeurs ne voient pas, mais il y a cette vision paroi de néant, un exil pour le corps, un véritable patrie pour l'esprit, il y a une belle photo de désert et de dunes. Donc, je suis ultra-marathonien d'extrême. Donc, c'est une de mes grandes identités, cette capacité à faire des marches et des courses de plus de 400 jusqu'à 2000 km en totale autonomie. À la carte et à la boussole. Et on part pour 5, 10, 15, 20 jours en totale déconnexion. Et on traverse. Non seulement ces endroits magiques, parce que le désert, je crois que c'est le seul endroit au monde qui s'arroge le droit divin d'abolir le temps et l'espace. Il n'y a plus de kilomètres, il n'y a plus de chronomètre. Il s'agit tout simplement d'être. Et ce qui m'intéresse dans ces traversées, au-delà de l'exploit entre guillemets physique,
Moi, ce qui m'anime, c'est de terminer ces grandes courses. On est 10 à partir en moyenne. Donc, je termine toujours dernier parce que je fais des détours. Je suis anthropologue. Et moi, ce qui m'intéresse dans les déserts, c'est partir à la rencontre des peuples premiers. Donc, je suis un pisteur. Je fais des détours à travers la course, à travers la boussole pour aller voir ces peuples et rester 1 ou 2 journées avec eux et collecter des histoires. Et c'est au cours d'une de mes traversées que j'ai rencontré des guetteurs tisseurs de rêves. Et le terme, il vient pas de moi. Je l'ai non seulement emprunté, mais on me l'a donné. On m'a autorisé à porter ce titre de guetteur tisseur de rêves que j'essaie d'honorer maintenant depuis 2005. Et ben donc ça va faire déjà 20 ans. Au début, j'ai pas osé pendant les 5 premières années de signer guetteur tisseur de rêves. J'osais pas. C'est venu après avec le temps, avec la pratique et quand je suis retourné après au Burkina Faso. Parce que le terme, il vient du Burkina Faso, un petit pays du Sahel, engoncé contre la Côte d'Ivoire, c'est vraiment donc sur la frontière ivoirienne, sur l'est, et en dessous, vous avez le Bénin, le Togo, un petit pays extrêmement pauvre, le Burkina Faso. C'est l'ancienne Haute-Volta. Mais un pays qui est fascinant, le Faso. Alors aujourd'hui, c'est un pays qui a sombré, hélas, dans l'instabilité politique, qui a sombré dans l'instabilité économique. C'est un pays frère. En ce qui concerne là-bas, j'ai des frères de cœur et des sœurs d'âme. Quand j'y suis allé la première fois, donc en 2005, j'y étais allé pour le boulot, formation, intervention, cours à la fac de Ouagadougou. Ouagadougou, c'est la capitale du Burkina Faso, c'est une vraie capitale africaine, c'est une capitale d'or, c'est une capitale de sable, il n'y a pas de building, les bâtiments les plus hauts font 2 étages en plus, donc c'est une ville, dit-on, non pas verticale, comme New York, j'y étais il n'y a pas longtemps, c'est une ville horizontale, c'est une ville qui s'étend sur la longueur, c'est une ville perpendiculaire qui fonctionne par secteur et par quartier, et dans chaque secteur, vous avez des griots, et ça c'est fascinant, vous rencontrez des raconteurs d'histoire, hein. Pour ça, Ouagadougou, c'est magique. Et c'est un pays où on a beaucoup de leçons à recevoir. Maintenant, aujourd'hui, c'est un pays qui est fracturé, hélas. À l'époque, quand j'y étais, j'avais une semaine d'action auprès de dirigeants et auprès d'étudiants pour partager, transmettre. Parce que ce qui doit nous animer, c'est la transmission, quel que soit le cadre, quelles que soient les couleurs de peau, quel que soit effectivement après les histoires des unes, des uns et des autres, à transmettre, c'est l'ADN, c'est celle de la vie. J'avais un référent là-bas, c'est devenu vraiment un frère, Mohamed. Et j'avais dit à Mohamed, au bout d'une semaine d'action, que j'avais envie, j'avais un rêve, quand je pars dans un pays comme ça, j'ai toujours ma paire de baskets, mon sac à dos, parce que je suis marathonien, et je découvre le pays en courant. Parce qu'on est à hauteur d'hommes et de femmes, et quand tu marches, quand tu cours, il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien, tu es en contact avec les gens, et tu vas à leur rencontre, c'est ce qui m'anime, parce que j'oublie pas que les plus beaux paysages restent le visage. Et j'avais dit à Mohamed, à la fin de la semaine, donc j'ai libéré une semaine, et j'aimerais découvrir le pays. Moi, je suis fasciné par les éléphants. Et au Faso, à la frontière du Faso et de la Côte d'Ivoire, il y a une réserve qui s'appelle Djandagara, et il y a des éléphants. Et je me suis dit, je vais aller les voir. Il m'a dit, Malek, génial, je t'amène. Je dis, non, je vais libérer une semaine, j'y vais en courant. C'est pas loin de Bobo. Et là, il me dit, je vais aller en courant de Ouaga jusqu'à Bobo, Djandagara, mais il y a plus de 850 km. Tu t'inquiètes, j'ai le temps, 3-4 jours pour y aller, 2-3 jours sur place, et je reviens en courant, et comme ça, je découvre le pays. Alors, bon, bien sûr, il m'a regardé en me disant, mais t'es fou. J'y vais en courant, oui, j'y vais en courant. J'ai mon sac, j'ai tout, t'as juste à me donner les coordonnées GPS, à me donner la direction, parce que j'ai pas la carte, je connais pas le pays, et je vais être accompagné par les gens et je vais leur demander. Parce que quand tu es perdu, rien de tel que de demander aux gens et qui vont te donner des indications utiles et nécessaires. Et il m'avait dit, Malek, si tu vas là-bas, à Bobo, tu pourras être accueilli pour te reposer par mon frère. Il a un frère là-bas qui s'appelle Joseph, donc c'est intéressant. Déjà là, avec le Burkina Faso, c'est une grande leçon. Mohamed, son frère s'appelle Joseph. Déjà, ça interpelle. Et là, je lui dis, attends, je comprends pas. Ton frère, Joseph, c'est ton vrai frère? Oui, c'est mon frère. Ouais, c'est mon frère. Il s'appelle Joseph. Et alors? Je dis, ben, tu t'appelles Mohamed. Le Burkina Faso, il faut savoir qu'à l'époque, dans ce petit pays du Sahel, autant de musulmans que de chrétiens. Et quand ils grandissent dans une famille, ils grandissent avec les deux grandes traditions du livre. Les parents leur enseignent les deux grandes traditions. Et à leur majorité, les enfants ont le droit de choisir quelle obédience ils vont choisir. Et à chaque fois, ils ont un double prénom, un prénom d'origine
à tradition musulmane et un prénom de tradition chrétienne. Et ensuite, ils optent. Ou ils peuvent être aussi agnostiques, ils ont le choix. Et ça, j'ai trouvé ça, mais c'est extraordinaire, c'est fascinant. Et on ne voit pas ça. Là, il faut rencontrer les gens, il faut rentrer dans leur famille, il faut être en contact avec ces gens-là pour qu'ils te délivrent ce secret suprême sacré qu'on ne voit pas. Là, il y a de l'invisible. J'ai trouvé ça fascinant. Son frère Joseph chrétien et Mohamed est musulman. C'est fabuleux. Et je dis, bien sûr, j'irai voir ton frère Joseph, alors à Bobo, c'est la deuxième grande ville du Faso, Bobo Dioulasso. Et je pars. Mais je n'avais pas de carte. Il m'a dit, Malek, en tout cas, le plus simple, c'est que tu prennes une grande autoroute qui traverse de Ouaga jusqu'à Bobo, direction, bien sûr, sud-ouest. Mais je me dis, ça ne m'intéresse pas de courir sur la je vais prendre le Sahel, je vais faire un petit détour par le nord. Allez, je suis l'intuition, direction sud-ouest. J'ai ma boussole, ça devrait le faire. Donc, il m'a dit, Malek, tu me préviens quand tu arrives, parce que franchement, c'est un sacré pari. Et je pars. Pas savoir, rien que traverser Ouaga, ça a été long, très très long, parce que les gens ont halluciné de voir un gars courir. Parce qu'en Afrique noire, il y a deux couleurs, pas plus, blanc et noir. Comme là-bas, je ne suis pas noir de peau, donc je suis blanc. Et ils se disent, putain, ce blanc, pourquoi il court? Il a de l'argent, il peut prendre un taxi-brousse, et il court. Ici, je ne suis pas blanc, en France. Je n'ai pas la couleur blanc, mais là-bas, j'ai le sentiment de blanchitude extraordinaire. Quand tu vas en Afrique noire, tu es blanc. Et quand tu es blanc, tu as de l'argent, donc tu es tout bave. Mais pour traverser Ouaga, les gens, ils m'arrêtaient à chaque fois. Tu vas où? Pourquoi tu cours? Je leur expliquais que j'allais à Biorgedara. Ils hallucinaient, ils installaient le maquis, c'est des petits tabourets. Tu prenais des bières à chaque fois, tu t'arrêtais pour prendre des jus. J'ai mis une journée pour traverser Ouaga, donc d'habitude, en 1h30, c'est réglé. Tu t'arrêtes, tu es invité à droite, à gauche, les gens, ils veulent comprendre. J'ai trouvé ça fascinant, un accueil, une hospitalité remarquable. Les gens viennent courir avec toi, les enfants sont derrière toi, ils t'accompagnent en disant, tiens, on va t'accompagner jusqu'à la sortie de Ouaga. Et après arrive l'autoroute. Et je prends sur les 150 premiers kilomètres, histoire vraiment de sortir de Ouaga. Et après, très vite, il faut quitter l'asphalte parce que c'est dur, il y a de la circulation. Et je me dis, je vais passer par le Sahel parce que le Ouaga, le Burkina, c'est un pays de désert. Mais c'est le Sahel, c'est différent, c'est pas le Sahara. C'est pas des grandes dunes, c'est un désert de sable plat. Alors j'avais bien sûr l'autonomie totale en eau, quand j'avais prévu 3 jours, donc je suis parti suffisamment avec à peu près 12 litres d'eau, j'avais tout mon équipement, couverture de survie pour dormir dehors à même le sable. Mais ce que j'avais pas mesuré, c'est vrai, j'avais pas de carte, donc je suis parti un peu à l'arrache sud-ouest, avec la boussole, c'est pas suffisant, il faut les coordonnées GPS, et donc je suis perdu au bout d'une journée. Et dans l'ultramarathon, on apprend à maîtriser le complexe amygdalien, la capacité à maîtriser la peur, à l'accueillir. Il ne faut pas que la peur te prenne trop de place, sinon tu es dans la paralysie. Tant que tu as de l'eau, tu peux avancer. Mais je t'avouerais que, au bout d'une journée, quand tu commences à douter, tu te dis, merde, je ne sais pas où je vais, est-ce que je suis dans la bonne direction? Ouais, la peur s'installe, le doute se met en place, c'est extrêmement dangereux. Mais il s'agit toujours de croire en soi, de croire en son étoile et de croire en la providence. En tout cas, dans le monde latin, on va parler de Fatou, mais dans le monde musulman, on va parler de Mektoub. Je vous dis, il y a encore des choses à faire. Et le monde est bien fait, ou la providence est bien faite. Au bout d'une journée et demie, je suis vraiment... là, je ne sais même pas comment j'avance en me posant la question, mais où est-ce que je vais? Est-ce que je ne dois pas revenir sur mes pas? Mais revenir sur mes pas, j'ai également l'impression de plus savoir où je suis vraiment dans ce Sahel paumé. Et j'arrive de manière inopinée dans un village, mais complètement paumé dans le Sahel. Je ne sais pas d'où il sort ce village. De toute façon, j'ai pas de carte, j'ai pas de repère. Je suis hyper content. Là, au moins, ils vont me repérer, ils vont me donner des indications. Comment je fais pour rejoindre Bobo? Et quand je rentre dans le village, il y avait 2 petits garçons qui étaient là, ils me voient. Et je vois dans leur visage la peur, la crainte, l'horreur. Ils s'enfuient en criant dans leur langue. Ça m'a touché, je leur ai fait peur, je ne voulais pas leur faire peur, donc je reste bloqué à l'entrée du village en attendant que certainement ils soient allés prévenir les autorités compétentes. Et je vois arriver après tout le village, à peu près une centaine de personnes qui rentrent, qui arrivent, tiens, ils me voient arriver, et il y a un gars qui détache. Je l'appelle aussi Joseph, qui vient à ma rencontre. Comme c'est une ancienne colonie française, le gars c'est un ancien, donc je parle en anglais, il ne comprend pas, il parle dans sa langue, le moré, avec un clip dynamique particulier. Après, je parle le français, il maîtrise, il baragouine le français, il le maîtrise très bien, parce qu'il a vécu à Ouaga. Et donc il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es là? Et je dis, alors là, j'arrive de Ouaga. Et là, il me fait, Ouaga?
Si, à pied, je suis venu en courant. Mais c'est loin ça, 200, à plus de 250 km. Ouais, mais t'inquiète, j'ai l'habitude, l'entraînement, pratique. Mais je t'avouerai, je suis perdu. Je n'ai pas prévu de venir là, donc la providence est bien faite. J'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu me conseilles, j'ai besoin que tu me guides, que tu me orientes, parce que je veux rejoindre Bobo Dioulasso. Et ensuite aller à Biandagara, si je suis encore dans les délais. Et il me dit, mais c'est loin. Je passe à plus de 600 km. Bobo, je ne sais même pas comment je vais t'indiquer. Tu es hors monde, tu es dans un village. Il n'y a personne qui passe chez nous. Tu as fait peur à mes enfants. Et là, je lui dis, attends, je suis sincèrement désolé, je ne voulais pas leur faire peur, j'étais juste rentré. Oui, mais Malek, je me présente, il dit, Malek, c'est pas de ta faute, ils n'ont jamais vu de blanc. Donc, je suis blanc. Ah, ils n'ont jamais vu de blanc? Non, Malek, ils n'ont jamais vu de blanc. Pour eux, tu as un esprit. Qu'est-ce que c'est cette couleur de peau? Pas de cheveux, tu viens d'où? Donc, je vais les rassurer, tu es un homme comme nous, que tu viens d'un autre pays. Il a trouvé ça fascinant quand il m'a raconté que ses enfants me prenaient pour un esprit. Soit un djinn, un esprit mauvais, ou un di, ou un esprit gentil. Et je dis alors, moi j'ai besoin de reprendre des forces, j'ai besoin de me réalimenter en eau, est-ce que tu as de l'eau pour pouvoir reprendre? Il me dit, bien sûr, allez, viens, installe-toi, on va te donner de l'eau, tu es notre invité. Et quand tu traverses ces immensités désertiques, très grande leçon chez ces peuples qui vivent dans les déserts, il n'y a aucune épaisseur dogmatique. Il y a une très grande perméabilité culturelle. Et il y a une hospitalité du cœur merveilleux qu'on a perdu dans nos sociétés modernes, où on pose beaucoup trop de questions. D'où tu viens? Eux, ils s'en foutent. Ils t'accueillent, ils te donnent à manger, ils te donnent à boire, ils te donnent le gîte, ils te donnent le couvert. Donc, il installe un makri improvisé. Le makri, en Afrique noire, c'est que tu mets 2-3 chaises. La chaise fait office de table. Il m'amène de l'eau. Je suis en face de Joseph, le chef de village, et tu as tous les autres villageois qui t'observent avec des villages en se disant, mais il sort d'où? Et ils ne maîtrisent pas forcément la langue française, la plupart. Mais Joseph, heureusement qu'il en parle et qu'il en servi au traducteur. Donc, il m'amène de l'eau, je peux charger en eau dans mon sac. Moi, mon idée, c'était de partir, de toute façon, et d'aller rejoindre Biandagara parce que je voulais voir les enfants. Et ça faisait 2 jours déjà que j'étais tourné dans le désert, donc j'étais déjà encore un peu en limite temporelle, mais c'est pas grave. Je me dis, bon, je peux encore arriver en temps et en heure et revenir. Mais Joseph n'a pas forcément toutes les indications topologiques et cartographiques, donc il essaie de se repérer à l'étoile. Et donc, tout en discutant, les villageois qui sont sur ma droite, à peu près à 5-10 mètres, et tout à coup, et ça c'est la magie, t'as un crocodile qui passe. Avant de poursuivre avec notre invité, je souhaitais vous remercier d'écouter La Voix du Dedans. Si ce témoignage vous inspire ou vous donne simplement un peu d'espace pour respirer, je vous invite à soutenir le podcast. C'est tout simple. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines voix de paix que nous mettrons en lumière. Dites-nous ce qui vous a marqué dans les commentaires sous la vidéo. Partagez cet épisode à quelqu'un auquel vous pensez et qui aimerait écouter ce témoignage. Et si vous voulez découvrir d'autres témoignages de paix, des livres, des films et documentaires, explorez le site web lavoixdudedans.com. Je vous laisse poursuivre votre voyage dans La Voix du Dedans. Tu es assis en face de Joseph, avec villageois, et tu vois arriver un immense crocodile avec sa queue qui balaye le sol et qui fait un bruit qui marche de manière nonchalante. Je suis choqué. Je ne vais pas dire horrifié, c'est un animal comme les autres, mais c'est pas un animal que tu côtoies de manière habituelle dans la vie de tous les jours. Les autres sont stoïques. C'est normal, ils ne plongent pas. Et le crocodile passe entre nous. Moi, je le suis du regard, je m'éloigne. Et il passe. Et je regarde Joseph. Crocodile. Et il me dit, c'est notre ancêtre qui passe. Faut pas rire. Tu n'as pas les codes, tu ne comprends pas. Je vais attendre comment ça, c'est votre ancêtre qui passe. Imalet est dans un village du Sahel qui s'appelle Saboura. Au nord, à 2 km, il y a un immense marécage où vivent les crocodiles. Et à 2 km plus bas, on est en plein milieu sur la route. Il y a un cimetière qu'on entretient pour les crocodiles. Ce sont nos ancêtres. Tu es dans le village des crocodiles. Et là, quand il me dit ça, moi qui rêvais d'aller voir des éléphants, il y a des signes du destin, il n'y a pas de hasard, il y a des rendez-vous. Je vous enseigne Paul Éluard. Sachant que j'étais paumé, sachant que j'avais aucune indication topographique, partir à Bobo pour un produit furieux, ça peut être extrêmement lucide. Par contre, là, je suis dans un village protégé. J'ai quelqu'un qui va me donner des codes, qui va me donner des clés de compréhension.
Je suis dans le village des crocodiles. J'ai envie de comprendre qu'est-ce que c'est que ce village des crocodiles. Et je dis donc à Joseph, un signe, Joseph. À défaut d'éléphant, apparemment, je ne sais pas comment je vais y aller. Est-ce que je peux rester? J'ai besoin de récupérer. Après, je vais repartir à Ouaga. Donc, il n'y a que 250 km. Ça va me laisser de la marge de manœuvre pour partir tranquillement en retour. Et peut-être comprendre que tu m'expliques c'est quoi ce village des crocodiles. Ça m'intrigue. Alors, j'étais pas prévu d'être là. Et dit, Malek, t'es le bienvenu. Reste. J'étais heureux. Je suis resté 4 jours. C'était pas du tout prévu. 4 jours d'allégresse. 4 jours pour du temps. 4 jours où le vide et le plein se rencontrent, où le faste et le vaste se mettent en place, où la contemplation et l'aveuglement de l'incompréhension aussi se mettent en mouvement, bref. 4 jours de transformation, de métamorphose. Il m'a transformé, Joseph. Parce que quand il accueille ma demande, donc il dit Malek, tu peux rester, on va te libérer une hutte. Il faut savoir, là-bas, ils vivent dans des huttes d'argile. Donc des huttes, c'est de l'argile, il y a une porte, mais il n'y a pas de porte. Il y a une ouverture, une fenêtre, il n'y a pas de toit, comme c'est très sec, il ne pleut jamais. D'habitude, ils sont à 10 à l'intérieur des huttes, avec des tapis à même le sol. Et Joseph me dit, Malek, je vais libérer une hutte pour toi, comme ça tu vas dormir seul, tu ne vas pas dormir avec nous, collés les uns aux autres. Non, tu m'adaptes. Il me libère une hutte, un véritable cadeau. Et il a eu raison, parce que des chacals, quand tu cours 2 jours et demi, sur le plan olfactif, c'est pas très présentable. Je dois avoir mes petites fioles de parfum, parce que je prends mes fioles de parfum, histoire d'être présentable. Et quand tu mets du parfum sur du crâne, ça reste du crâne, de toute façon, mais c'est pas grave, c'est psychologique, c'est un effet placebo. Et il libère une hutte. Et là-bas, quand il fait nuit tôt, il fait nuit à 18h. Et quand il fait noir, dans le désert, quand il n'y a pas la pleine lune, la nuit est opaque. Le noir, tu le manges, tu vois même pas ta main à 1 mètre, tu vois rien. Alors moi, j'avais ma frontale, j'avais allumé, très vite, il m'a dit, tu es éteint, tu vas appeler les mauvais esprits. J'étais complètement dépendant pour pouvoir circuler dans leur village à 18h, je ne voyais rien. Eux, ils sont dictateurs, ils ont l'habitude, ils sont capables de se repérer, d'aller manger. C'est Joseph qui me prenait par la main, parce que j'étais incapable de voir quoi que ce soit, et là, tu te dis, waouh. Nous, on vit dans des pollutions lumineuses permanentes, et on a perdu la capacité à se projeter dans la nuit, ce qui n'est pas leur cas. Et après, bien sûr, ils vont se coucher près de toi à 19h, mais c'est pas du tout mon rythme. Tu te retrouves dans la chambre, dans la hutte à 19h, tu es tout seul, des autres vont récupérer une hutte. Alors, je dis très bien, ça va me permettre de récupérer, mais j'ai pas dormi de la nuit. Pendant les 4 jours, je ne dormais pas. Parce que la nuit, toutes les 3 heures, tu as un crocodile qui passe. Et tu l'entends. La queue qui traîne. Tu le vois pas, et tu sais que c'est le crocodile. Rien de plus terrible en termes d'angoisse et d'appréhension. Quand tu entends ce mouvement lent, cette queue qui balaye le sol, ancre, et ça passe à côté de chez toi, et tu te dis, mais le crocodile, il va peut-être sentir ma présence, il va sentir mon odeur particulière, il va peut-être rentrer dans la hutte, il n'y a pas de porte. Donc, impossible de rester à même le sol, je me mettais sur le rebord de la fenêtre, comme la fenêtre était à 1m50, donc le crocodile, il ne peut pas monter à 1m50. Et je l'entendais passer, et je suis resté sur le rebord toute la nuit. J'avais peur. J'entendais les ronflements des autres, eux ils dorment, comme d'habitude. Et je me dis, waouh, comment c'est possible? Et le matin, donc, j'ai attendu le lever du soleil comme une délivrance, il était 4h45. Donc, je suis levé, et je vois le village se lève, Joseph est là, je vais le saluer, et il me dit, tiens, levé, vous les Blancs, vous levez aussitôt. Je dis, oui, si tu veux. Je n'avais pas osé lui dire que je n'ai pas dormi de la nuit, que j'avais peur, l'orgueil mal placé. Depuis maintenant, j'ose exprimer mes fragilités, mes vulnérabilités, parce qu'il faut les partager. Là, sur le coup, les enfants qui dorment, le crocodile qui passe, ils dorment tranquilles. Moi, je n'ai pas pu. Donc, j'ai rien dit. Et comme il m'a vu lever, il m'a dit, bon, Malek, comme tu es levé, alors tu auras la chance. Je ne pensais pas que tu allais pouvoir assister au début de nos journées, parce que je convoque tous les enfants du village. On va aller à la sortie du village sud, il y a notre baobab, et on a notre grande réunion chaque matin. Donc viens, tu vas pouvoir assister de manière exceptionnelle. Et j'ai trouvé ça, tiens, génial. Et après seulement au petit déjeuner. Donc on démarre à jeun, de 4h45 jusqu'à 6h45, ça dure 2 heures. Eux, ils n'ont pas la montre, mais moi j'avais la montre, donc j'ai pu voir à peu près le temps que ça a pris. Eux, ils vivent en fonction du soleil. Et là, la magie s'est mise en place. Et pour moi, ça a été... C'était un moment.
suis encore ému parce qu'il m'a fait un cadeau. Il ne soupçonne pas, Joseph, le cadeau qu'il m'a fait. C'est quand on arrive devant le baobab, donc Joseph est venu devant le baobab, tous les enfants s'installent en arc de cercle. Et il m'a dit, toi, Malek, tu vas te mettre avec les enfants, parce que pour nous, tu es un grand enfant, tu ne connais pas le code. Donc tu es comme un enfant, on s'en fout de ta taille. Tu es un enfant. Installe-toi. Et quand tout le monde s'installe, ils tapent des mains, et tout le monde sort de leur baluchon un boubou blanc. Ils mettent tous un boubou blanc. C'est très beau à voir, dans la terre ocre. Et Joseph met son boubou blanc. Une fois qu'il a mis son boubou blanc, il se lève, il avance d'un pas. Je vois comme si c'était hier, hein. Et il prend le sable. Et il jette le sable en l'air. Et il avance d'un pas, et le sable ocre va venir et une trace rouge sur son manteau blanc. Et sur les 4 points cardinaux. Alors moi, de toute façon, j'ai le visuel. Il n'y a pas la traduction, il va traduire tout ce qui se passe. Et une fois qu'il a fait ça, il rejette le sable vers les enfants et il commence à parler dans leur langue, binamiale. Je ne comprends rien, mais je suis là, j'écoute. Fasciné par le visuel et par cette danse gestuelle qui se met en place. Et une fois qu'il a parlé, il reprend le sable et il le jette vers le sol et il s'assoit. Et là, tout à coup, il y a un enfant qui se lève, boubou blanc, il prend du sable, il jette. Il avance, le sable vient se déposer comme une pellicule fine sur son boubou. Il reprend du sable, il tient le sable dans la main paume ouverte. Comme ça, le sable reste. Comme un bâton de parole, j'ai compris ensuite très vite. On ne va pas l'interrompre tant que le sable est dans sa main. Et il parle. Et une fois qu'il a fini de parler, il jette le sable, il reprend du sable et il jette vers Joseph et il s'assoit. Et un autre enfant qui prend la parole, même rituel, et ça dure 2 heures. Extraordinaire. Je ne sais pas de quoi ils parlent, mais ils sont là dans l'échange, dans le partage. Il n'y a pas de coupure de parole, chacun à son tour. Et une fois que tout le monde a parlé, parce qu'on voit que tous les boubous ont été bien sûr couchés par le sable ocre, donc on voit qu'ils ont pris la parole parce que les boubous sont imprégnés de couleur sable. Joseph reprend la parole, il se relève, il reprend du sable, il s'ouvre dans les 4 points cardinaux, et il prend les sables avec les 2 mains, et il jette en l'air, il se met en dessous, il tape des mains, et les enfants partent. Il faut imaginer ce matin, au lever du soleil, derrière le baobab. Et je vais voir alors Joseph, en lui disant une chorégraphie extraordinaire, fascinante, entre toi et ses enfants. Et je lui dis, mais j'ai l'image, je n'ai pas le son. Le plus important, c'est le son, c'est pas l'image. Il faut comprendre. Et je lui dis, alors Joseph, j'ai besoin de la traduction. Qu'est-ce qui s'est passé? Et tu fais ça chaque matin. On fait ça chaque matin. Maintenant, ils vont partir laver leur boubou. Et après seulement, on va petit déjeuner. Mais viens, je vais t'expliquer. Et donc, sur le chemin du retour pour aller prendre le petit déjeuner avec les enfants, avec tout le village, il me donne des clés de compréhension. Et il me dit, tu vois, Malek, chaque matin, je pose qu'une seule question aux enfants. Et ensuite, ils répondent. Parce que mon rôle, tu me vois comme un chef de village, c'est le cas. Et moi, je suis un guetteur tisseur de rêves, c'est mon métier. Là, Joseph est un guetteur tisseur de rêves. Il me dit ça, dans un coin tombé, où il n'y a rien, le crocodile qui passe à chaque instant. L'eau est à 10 km. Chaque matin, il envoie des enfants marcher à pied, 6 km aller, 6 km retour, avec des bassines pour récupérer l'eau dans des puits. Ils sont capables de se repérer au visuel, ces enfants, dans le désert, à 6 km, puis aller 6 km pour revenir. Et là, tu te dis, mais c'est de la folie furieuse. Et il se définit comme un guetteur, tisseur de rêve. Je dis, comment tu peux parler de rêve dans un endroit aussi improbable, dans un endroit aussi éloigné de tout, dans un endroit, j'ai pas osé lui dire. C'est à travers le visuel, j'ai vu qu'ils sont extrêmement riches d'autre chose. Mais pour un regard extérieur, de prime abord, tu vas dire, mais la vie est dure. Comment tu peux parler de rêve? Et là, il me dit, mais Malek, moi je suis un guetteur tisseur de rêve, et mon rôle, c'est d'alimenter les rêves des enfants. Je dis, mais comment? Et tu fais quoi? Et alors il me dit ceci, tu vois, le gars qui n'a pas de parchemin diplômant, le gars qui a vécu toute sa vie dans le désert, mais le sable enseigne tout le temps, beaucoup plus que nos parchemins diplômants.
Et il me dit, tu vois, dans la vie, il y a 3 grandes blessures. Et mon rôle en tant que guetteur-tisseur de rêve, c'est de soigner ces 3 grandes blessures. Ces blessures sont absolument proportionnelles, me dit-il, à celles que vous accordez vous dans vos sociétés modernes. Toi qui vis, donc tu savais que j'habitais Paris. Il dit, la première blessure, tu as dû remarquer, blessure la plus importante chez vous. Vous accordez tellement d'importance au paraître et à l'être, et plus au paraître la blessure physique. Et il a dit, t'as vu les enfants? Et c'est vrai, moi, je pensais que c'était la congénère, c'était la consanguinité qui faisait qu'il y avait des déformations. Il y a beaucoup d'enfants, il en manquait une main, un pied, des grosses cicatrices, des visages un peu déformés. Je me dis, tiens, ils vivent entre eux, forcément. Il dit, non, Malek, c'est pas ça. C'est le crocodile qui les hampe. Ils veulent jouer avec le crocodile. Et ils oublient qu'un crocodile, c'est dangereux. Un coup de mâchoire. Et il y a une cheville qui part, il y a un pied qui part, il y a une main qui part. Donc ils sont touchés dans leur chair, mais nous on les voit comme des hommes intègres, entiers, solides. Et c'est intéressant, il reprend le terme de solide, que nous on a perdu, solide, qui a donné le mot solidaire. Solide, ça vient du grec polos, qui veut dire entier, intègre. Quand on est solidaire, on est entier, intègre. Je les vois comme des personnes entières, il n'y a aucun handicap. Chez toi, demain, tu as une balafre sur ton visage, il se passe quoi? Comment on va te regarder? Tu perds une jambe, tu perds un bras, quel est l'impact sur ton métier? Qu'est-ce qui va se passer? Comment on va te considérer? Tu ne seras plus pareil. On ne te verra pas comme entier. Nous, ils sont entiers, ils ont toute leur place. J'ai trouvé ça fascinant. Mais il me dit, la blessure physique n'est rien sans la deuxième blessure la plus importante, la blessure de la parole. Donc chaque matin, quand il s'exprime, je fais extrêmement attention, j'ai juste à poser le regard, à faire un geste de la main. Je n'ai pas besoin de parler, je suis dans le silence. Et je voyais qu'il bougeait son corps et d'autres donnent des signes à ses enfants pour poser leurs mots. Parce que la blessure de la parole est plus terrible que la blessure physique. Il suffit d'un mot malheureux, d'une parole assassine qui crée un abîme profond. Donc je soigne les mots qu'ils emploient chaque matin. On est dans une école également d'éloquence, me dit-il. J'ai trouvé ça fabuleux. Et il me dit ensuite la blessure la plus importante, pas celle physique ni celle de la parole, c'est la blessure du rêve. C'est pour ça que je suis un guetteur-tisseur de rêve. On a beau vivre dans un village paumé, ils ont le droit d'avoir des rêves. Et donc, tu vois, le matin, quand on démarre, après avoir ouvert l'énergie du sable, l'énergie du désert, en allant saluer les 4 vents du désert, soit Nico, le Zéphyr, le Ré, le Notos, je leur pose une question chaque matin. De quoi vous avez rêvé, mes enfants? De quoi avez-vous rêvé? Parce que les rêves, c'est un langage non seulement obscur, mais extrêmement clair de ce qui se joue de manière visible et invisible. Et donc, chaque matin, ils me racontent leurs rêves. Soit effectivement de ce qu'ils ont, leur souvenance de leur nuit, ou ils racontent leur rêve de leur projection. Et j'ai trouvé ça d'une beauté extraordinaire. Parce que nous, quand on a procède en tant que père, en tant que mère, avec nos enfants, on fait quoi? C'est la course. C'est la course. Vite, 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 vite. Il faut manger, il faut préparer l'école, il faut faire ceci, cela. Pas une seule fois on pose à nos enfants quand on se lève le matin, on a passé 6 heures, 7 heures, 8 heures, 4 heures au bras de Morphée, ou à travers des anges musiciens qui viennent vous saluer la nuit. Pas une seule fois on pose la question aux enfants, tiens, t'es arrivé de quoi? Raconte-moi ton rêve. Et donc j'ai compris qu'avec Joseph, il s'agit non seulement de relier les yeux fermés, mais de relier les yeux ouverts. Et donc il dit, voilà mon père, je suis un guetteur, tisseur de rêve. J'ai trouvé ça. 2005. Extraordinaire. Donc je suis resté pour assister chaque matin à cette cérémonie des corps et d'appartement. Tu ne peux pas savoir quand je l'ai quitté. J'en suis ému parce que quand j'ai quitté au bout de 4 jours, Joseph à l'époque il avait 47 ans. L'espérance de vie dans le désert c'est 43 ans, il faut le savoir. Rien que ça. Les gens oublient la temporalité dans laquelle nous vivons. Dans nos pays riches, on a la chance d'avoir une espérance de vie du fait de l'hygiène de vie et des conditions de confort dans lesquelles nous vivons jusqu'à 70 ans, 80, 90. On ne se rend même plus compte de cette chance que nous avons. Là-bas, on est vieux à 40 ans. Dites à quelqu'un ici qu'il est vieux à 40 ans, il va vous regarder avec des grands yeux. Qu'est-ce que tu me racontes? Là-bas, on est vieux à 40 ans. Il avait 43 ans, il était déjà très vieux. Et quand je le quitte pour rejoindre Ouaga, il dit, Malek, j'aimerais te donner une mission. J'ai un de mes fils qui vit là-bas, à Ouaga. Il a quitté le village. Moi, je vais bientôt partir, me dit-il. J'ai du rab de vie. Aujourd'hui, c'est du rab, me dit-il. Je pose la question de la transmission.
qui va continuer à transmettre dans ce village. Qui sera le prochain buteur titulaire de la vie? Il n'y a personne dans le village, ils ne sont pas prêts. Mon fils, je l'ai initié, mais il ne voulait plus vivre dans le village, c'est trop dur, il préfère le Ouaga et le monde moderne, le monde de la fête, les téléphones portables, parce qu'à Ouaga, il y avait déjà les téléphones portables qui sont arrivés. Va le voir, il habite dans le secteur 18, c'est lui qui revient, qui prenne ma charge avant que je parte. Et je suis retourné à Ouaga, bien sûr, parce que je devais partir. J'ai demandé à Mohamed de me retrouver le gars, le fils de Joseph. On l'a retrouvé. Je lui ai fait passer la lettre de son papa, en espérant que le fils allait prendre la charge, parce que c'est un métier extraordinaire. Que Joseph m'avait demandé, Malek, tu pourrais prendre la charge, t'es curieux. Et il a tout compris, la curiosité, c'est la soif de l'intelligence. C'est le plus puissant moteur qui permet de lutter contre les deux plus grands fléaux de l'humanité que sont l'ignorance et les peurs. Mais j'ai une vie. Je ne peux pas rester à Ouaga, je ne maîtrise pas le Moret. Donc j'ai fait la transmission, j'ai rencontré son fils, très sympa, mais qui bosse à Ouaga, qui a sa vie. Et quand je suis parti, je ne sais pas, la décision qu'il a prise, son fils, 2005. Et pourquoi j'ai mis 5 ans? Parce qu'en 2008, je reçois un message de Joseph, c'est devenu un très grand ami. Je suis retourné en 2008 au Faso, toujours pour... tant que le pays était ouvert, toujours pour des formations, pour de l'accompagnement professionnel et de la transmission à la fac. Et Mohamed me dit, Malek, en 2008, il me dit, Malek, il faut que tu ailles voir le fils de Joseph, il veut te voir. Je lui ai dit que tu revenais. Je fais génial, avec plaisir, il est où? Il est toujours à Ouaga. Ah. Il est toujours à Ouaga, il n'est pas retourné au village. Je fais, non, Malek, il ne peut pas, il ne peut plus, c'est plus sa vie. Je suis parti avec Joseph voir le fils. On s'est embrassés, on s'est salués comme des frères, parce qu'après là-bas en Afrique, la barrière s'estompe très très vite quand les cœurs résonnent. Et il me dit, mon père est décédé il y a 1 an. Je l'ai vu que 4 jours, en 2005. Ça m'a touché. C'est une rencontre. On a transformé ça en rencontre. Il me dit, je t'attendais, Malek, que mon père t'a laissé un message dans son village pour qu'il retourne. On va y aller ensemble. Et je suis parti avec lui, avec moi-même, pour saluer la tombe de Joseph, enterré dans le cimetière des crocodiles, que je n'avais pas vu, parce que je n'avais pas le droit, ne faisant pas partie du village. Là, ils m'ont donné l'autorisation d'aller voir le cimetière des crocodiles, qui est en collimation, qui est extraordinaire. Et d'aller voir sa tombe. Et sur la tombe de Joseph, il y avait un bâton depuis 1 an, avec un courrier. Le courrier était pour moi. Ça faisait 1 an que le courrier était pour moi. Son fils, Katrada, il s'appelle, je ne vais pas citer son nom, devenu un grand ami. Il dit, voilà Malek, Joseph t'a écrit un message avant de partir, il savait que tu allais partir. Et il savait que tu allais revenir. 3 ans après. Donc, le message, ça fait 3 ans qu'il m'attendait. Ça faisait donc 1 an qu'il m'attendait. Il a écrit en Moret, forcément. Donc son fils me l'a traduit. Donc comme il a la même tessiture que la voix de son père, d'abord il l'a lu dans la langue, parce que j'ai d'abord tu faisais plus pour Joseph lorsqu'il accompagnait ses enfants. Je ne vais pas vous dire tout ce qu'il a écrit, parce que ça reste entre lui et moi. Forcément. Il éternise son courrier en me disant, Malek, il me dit, je suis comme son fils,
comme son frère, comme son père. Et il me dit, à la fin, Malek, tu as maintenant le droit de t'appeler aussi Keeper Tisseur de rêve. Donc, ce courrier que vous chéris comme la prunelle de mes yeux, revenant à Ouaga, revenant à Paris, là, je me suis dit, je vais honorer cette parole forte et puissante et sublime et subtile de Joseph. Et depuis, je signe tous mes mails, toutes mes interventions, et je me définis comme un guetteur tisseur de rêve parce que la voix et le souffle de Joseph est en moi. Donc voilà d'où ça vient. Bon, j'ai pris le temps pour raconter. Je le dis avec les premiers mots qui me viennent, je te remercie du fond du cœur. Pour ton partage, ça me touche beaucoup. Et j'ai envie de laisser un court temps de silence. J'ai envie de te demander où se trouve le désert, nous, dans nos sociétés. Où se trouve le désert où ce qui ne nous est pas essentiel se dérobe à nous et nous permet de nous rapprocher du centre, de l'essentiel. Question extrêmement symbolique et analogique, Kylian. Alors, ça sera une sensibilité qui va répondre. Je n'ai pas forcément la réponse. Ça sera une réponse parmi d'autres. Une réponse fruit plutôt de mon parcours, hein, de ma trajectoire et peut-être de ma sensiblerie qui fait que. Et à ta question, je répondrai par une petite cantine berbère, quand je suis d'origine berbère, qui va répondre à ta question. Parce que le désert, en langue touareg, ça dit le souffle, qui veut dire le vide et le plein. Les deux sont réunis à la fois. Et le vide et le plein, ça appelle à la fois à la matière et à l'esprit. On est dans les deux dimensions. Soit tu es dans un lieu d'isolement le plus total, donc c'est un dépérissement à la fois relationnel et spirituel, soit c'est une solitude qui est en pleine, un riche enrichissement individuel de l'invisible. Mais il y a une belle histoire berbère chez nous qui dit, c'est maman qui nous racontait ça. Pour répondre à ta question, je vais te répondre par cette histoire, parce que moi je raisonne en histoire. Une petite fille dans un village sur les hauteurs de la Kabylie, sur les monts Djurdjura, qui court dans tous les sens dans le village, et des fois elle arrive dans le conseil des sages. Et les anciens qui parlent sont extrêmement sérieux, trop sérieux. Et à un moment donné, ils évoquent bien sûr la transcendance, ils évoquent le paradis, voilà l'enjeu de la vie, tout ce que tu veux, et la fille ne comprend pas, la petite fille. Et elle va voir sa grand-mère et dit, grand-mère, j'adore jouer, courir, et des fois je suis arrivé dans le conseil, je suis appelé, il parle du paradis, je comprends pas, on vit sur Terre, c'est quoi ce paradis, ça veut dire quoi, il est où le paradis? Demande-t-elle de manière innocente, je pense. Et la grand-mère regarde la fille et lui dit, il est où le paradis? C'est très simple, il est dans le cœur qui aime. Ben, nos déserts, c'est quand le cœur n'aime plus. Tous les démons de la terre se trouvent dans notre cœur. Lorsqu'on n'est plus capable d'être en résonance et en vibration avec les autres, avec tous les autres, avec toutes les altérités. Là, on est dans le désert le plus total qui soit. Mais lorsqu'on est dans des cœurs aimants, dans des cœurs résonnants, dans des cœurs vibrants, ardents et fervents pour soi et pour l'autre, alors toutes les portes s'ouvrent. Au-delà d'une certaine diversité apparente ou d'une dualité du pour et du contre, ou du bien, même du bien et du mal, où se trouve le nous au-delà du je, au-delà du tu, au-delà du il ou du elle? Ouais.
là, tu touches, c'est intéressant, tu touches à une question extrêmement essentielle de nos rapports sociaux, dans notre capacité à nous embarquer, dans notre capacité à nous mobiliser, dans notre capacité à être ensemble. Et c'est intéressant que tu évoques ce fameux nous au-delà du jeu, parce qu'aujourd'hui, c'est le point aveugle de nos relations sociales. Quand tu regardes, là c'est l'anthropologue qui va prendre la parole, parce que c'est moi ce qui m'anime effectivement, c'est la dimension collective, c'est comment on bascule du solitaire au solidaire, comment on bascule de la solitude des énergies à la synergie des attitudes. Donc comment on bascule du jeu au nous, du sujet au projet, de l'ego à l'écho. L'écho, c'est l'autre. Et pour faire ça, il y a une seule attitude. C'est Montesquieu qui nous donne une réponse dans son traité des lois, quand Montesquieu nous dit, pour accomplir de grandes choses, il ne faut pas être un si grand génie. Il ne faut pas se placer au-dessus des hommes, des femmes et des enfants. Il suffit tout simplement d'être avec eux. Et être avec eux pose la question du nous dans nos rapports sociaux. Et comment ? Quand tu prends l'évolution de nos humanités et l'évolution même de l'individu, on passe par 3 stades classiques tout le temps. Le premier stade, c'est le stade de la dépendance. On passe tous par le stade de la dépendance. C'est le stade du jeu. Bébé, enfant, adolescent, kidulte. Kid et adulte, ça donne kidulte, ou adolescent, adulte et adolescent, ça donne adolescent sur un sociologue. Quand j'arrive sur Terre, je suis totalement dépendant. C'est le stade de la dépendance, le premier stade de la dépendance qui manifeste par le jeu. J'ai besoin de toi, papa et maman, j'ai besoin de ton argent, j'ai besoin de ton amour, j'ai besoin bien sûr de ton toit, j'ai besoin que tu me nourrisses. On ne peut rien faire. On est la seule espèce animale sur Terre où quand on apparaît ici-bas, on est dans le domaine de la néoténie, c'est-à-dire on n'est pas totalement formé, contrairement à une biche dès qu'elle apparaît par rapport à une antilope, très vite elle est capable de marcher sur ses 4 pattes pour pouvoir courir et fuir des prédateurs que sont les fauves dans la savane. Nous, non, on a pratiquement un process de 20 ans, 25 ans en plus pour pouvoir se former, se forger et basculer au deuxième stade. On est dans le stade de la dépendance, on est complètement dépendant quand on arrive sur Terre, tout le temps. Et c'est nos parents qui vont nous permettre de grandir et de nous accompagner. Il faut que l'amour soit là. Et très vite, les parents aussi fatiguent à un moment donné parce qu'ils en ont marre de leurs enfants, les enfants ont marre de leurs parents, il y a une sorte d'ingratitude partagée et très vite, nos parents nous disent quoi ? Soit autonome, soit indépendant. Du stade de la dépendance, on va basculer au stade de l'indépendance. Très vite. Les parents qui veulent sortir du carcan des enfants, parce qu'à un moment donné, il y a une prise de tête, si je parlais de manière vulgaire, même si l'amour est là. Et les enfants n'ont qu'une envie, c'est le stade de l'indépendant. J'ai envie d'être indépendant financièrement, socialement, affectivement. Sur le plan de l'habitation, on veut tous après déployer ses propres aides. Donc on est dans le stade du tu et dans le stade du vous. Vous devez être indépendant, vous devez construire votre vie, vous devez. Et dans le monde du travail, on est dans le stade de l'indépendance. On dit souvent à ses collègues, collaborateurs, les managers, soit autonomes, soit indépendants. Et trop souvent, on s'arrête à ce stade-là dans nos rapports. Dépendance, indépendance. Et c'est une erreur monumentale. Parce qu'il y a eu le 3e stade. Dépendance, je, indépendance, vous, tu. Et regarde, quand on discute, c'est toujours du vous et du tu. Alors qu'il faut basculer sur le stade du nous, l'interdépendance. On n'est pas indépendant. Nous sommes interdépendants. Nous avons besoin des uns et des autres pour pouvoir avancer, grandir, faire des choses, que ce soit dans la vie de tous les jours, sur le plan social, professionnel. Tous les services ont besoin des uns des autres, que ce soit dans un couple, ce sont des singularités qui vont se rencontrer, qui vont préserver leur singularité pour pouvoir construire un dit commun, mais en préservant les uns les autres. C'est de l'interdépendance. Et l'interdépendance, c'est le nous. Et quand on discute, quand on parle, le nous est absent. Dans une relation personnelle, dans une relation professionnelle, un commercial avec un client, c'est je, tu, vous, il n'y a pas de nous. Les parents avec les enfants, c'est je, tu, vous, et pas nous, la famille. On a du mal avec le nous. On ne sait pas employer le nous, rien que dans nos rapports, dans la manière de dire les choses pour englober l'autre. Et là, on touche alors à la beauté du monde. Parce que le nous, c'est l'inclusion par excellence. Et c'est de ça dont on a besoin. L'interdépendance. J'aimerais revenir vers
ton partage de tout à l'heure au Faso, j'ai entendu 3 tempos dans le rythme que tu proposais. Il y avait le temps où on s'arrête, le temps où on marche, le temps où on marche et le temps où on court. J'aimerais avoir un petit peu plus ton regard là-dessus. Ben, c'est comme la vie. Il y a un temps pour marcher, il y a un temps pour courir, il y a un temps pour s'arrêter, il y a un temps pour se poser, il y a un temps pour être dans le silence, que tu fais bien, il y a un temps également pour exprimer l'alphabet des gens agités. Mais je crois que dans l'ultra-marathon, j'ai appris... c'est l'ultra-marathon qui m'a appris à être dans la bonne temporalité. Le drame de la plupart des gens aujourd'hui, de notre société moderne, c'est que les gens ne sont plus dans la bonne temporalité, dans le bon tempo. Ils courent avec le temps, ou ils marchent à côté du temps, mais ils ne sont pas dans le temps. Or, quand on est ultra-marathonien, on apprend à concilier, et c'est dans la vie de tous les jours, c'est valable, à la fois la fulgurance du sprinter, il y a un temps pour aller vite, courir, et l'endurance du marathonien, il y a un temps pour aller lentement, marcher, s'arrêter, se poser. Et la vie, c'est pareil, il y a un temps pour aller vite, mais il y a un temps, il faut savoir s'arrêter. Donc se pose la question de la bonne temporalité dans nos rapports sociaux, un peu comment concilier la splendeur de l'instant et la merveille de la durée. Comment concilier les heures majestueuses de l'aiguille qui passe, et on s'en fout du temps qui est suspendu, et du chronomètre alerte et fébrile qui nous pousse toujours à aller plus vite. Donc il y a, parce que tu as remarqué dans la vie de tous les jours, quand tu as du temps, les gens pressés sont horripilants, ça nous énerve. Et quand toi tu es pressé, les gens lents sont agaçants, ça nous énerve, parce qu'on n'est pas dans le même tempo. La question qui se pose à tout à chacun, c'est la capacité à retrouver sa propre temporalité pour pouvoir être en totale harmonie avec soi et être ensuite avec les autres. Et ça, c'est un combat, ça, c'est une urgence sur le plan de l'hygiène de vie, de repenser les temps sociaux, son propre temps. Or, on est happé, on est pris dans une machine qui va de plus en plus vite. Et les gens n'osent plus savoir sortir de cette machine qui te happe dans ton temps et qui n'est pas ton temps à toi. La chance quand tu vas dans le désert, et c'est ce qui me permet alors de tenir dans ces sociétés modernes, parce que j'arrive à concilier ces différents temps. Le désert t'apprend que la nature est faite de lenteur et de continuité. Le désert, c'est que ça. Et la nature, c'est que de la lenteur et de la continuité. Et la lenteur et la continuité correspondent à 2 grandes vertus de nos vies de tous les jours. La lenteur, c'est la patience. C'est avec la patience qu'on est capable de faire de grandes choses, avec des petites choses. C'est pas la vitesse. Il y a un joli proverbe de la tradition moyenne-orientale qui dit la vitesse vient du diable, la lenteur vient de Dieu. Qu'on soit croyant ou pas, mais peu importe, c'est très intéressant de comprendre que il s'agit de savoir s'arrêter, de suspendre le temps pour pouvoir mieux avancer par la suite. Et donc, si je reviens sur lenteur et continuité, ça correspond à 2 grandes qualités remarquables que nous avons un peu perdues dans nos sociétés de la hâte. On est rentré dans une situation de la vitesse généralisée et qui nous happe et qui fait qu'on a l'impression d'être déconnecté vraiment peut-être du réel. La lenteur, ça correspond aux valeurs de patience. Et la patience, c'est une jeune pousse, la croissance lente, dont les fleurs sont aussi belles que la joie. Il s'agit de la cultiver. Dans la tradition japonaise, on dit « fais de ton impatience ton pire ennemi ». Ils ont tout compris. L'impatience génère la frustration qui va avec. Lenteur, patience et continuité correspondent à l'échelle de l'humanité, à la notion de loyauté, par rapport aux vertus et valeurs que je porte, et par rapport à ce que j'ai envie de partager avec les autres. Parfois, il est difficile de mettre des mots sur des émotions que l'on ressent. Là, c'est le cas quand j'entends toutes ces lumières, ces sagesses et ces mots. Avant que l'on clôture dans quelques instants, je voulais savoir si tu souhaitais partager une initiative pour les auditeurs et auditrices pour en savoir un petit peu plus sur ce que tu nous as évoqué aujourd'hui ou sur un projet que tu mènes actuellement pour des personnes qui souhaiteraient
poursuivre cet échange finalement avec toi de près ou de loin. D'abord, sache que j'ai un immense plaisir à partager avec toi, Kylian, parce que, comme disait Socrate, les questions rassemblent, mais les réponses divisent. Donc j'ai donné une sensibilité. Mais j'ai beaucoup aimé ton art du questionnement et ta capacité à rebondir sur la sensibilité que j'ai voulu, en tout cas, partager de manière spontanée, comme on est là, dans un dialogue qui se construit et qui se fait de minute en minute. Après, voilà, moi je suis quelqu'un qui est extrêmement engagé sur le plan sociétal, au-delà de l'anthropologue, je suis éducateur de quartier, donc bénévole, donc j'interviens toujours auprès des jeunes dans les quartiers, comme on dit, plus ou moins défavorisés. Dernière aventure en date, je reviens de New York parce que j'ai créé les 42, vous pouvez me suivre, et on va poursuivre la 3e édition dans 2-3 ans. Ça fait 3 ans que je pilote les 42 jeunes de 18 à 28 ans qui ont quitté l'école, qui n'ont pas allé par chemin diplômant, cabossés par la vie, cabossés par le système scolaire, cabossés par le système familial, et qui pratiquent pas de sport, et je les fais monter sur marathon, 42 km 195, ou les 42, pour leur donner le meilleur des diplômes. Marathon, école de la vie, ténacité, abnégation, engagement, discipline, voilà les plus beaux diplômes qui permettent de faire face à une société qui part dans tous les sens. Et s'ils mettent sur un CV qu'ils ont fait un marathon, extraordinaire. Et on travaille plein de dimensions, parce que je mélange la France des couleurs et la France des terroirs, je mélange bien sûr l'urbanité compliquée avec la ruralité profonde. On va dans la ruralité, le Creusot, Guéret, Châlons, Lingen, Batzendorf, des villages paumés en Alsace, avec des jeunes du 93, avec des jeunes de Dijon-la-Guillotière, Saint-Priest, Vaux-en-Velin, avec des jeunes du quartier nord de Marseille. On crée une communauté de destin de communauté. Et c'est une aventure fabuleuse. C'est mon plus grand ultramarathon, c'est plus difficile que le désert, parce que là, je ne maîtrise rien. Quand tu dois piloter des jeunes qui ne pratiquent pas de sport, le faire monter sur 42 km, assez au combat, en termes de discipline, des entraînements. Ça dure 1 an et demi, chaque session. On a fait 2023 Athènes, extraordinaire, on est parti à 35 médailles, tous finishers. On a enchaîné là au mois de novembre. Le 2 novembre, on était à New York. Après Athènes, j'ai embarqué des jeunes sur New York. Un groupe de 50 personnes, 50 médailles. Fascinant. Ils peuvent mettre sur leur CV qu'ils ont fait le marathon de New York. Ils sont transformés. Et là, on travaille la dimension sociale, insertion professionnelle, parce que pour faire ça, je fais appel à des mentors, des dirigeants d'entreprise qui financent et qui viennent courir avec les jeunes et qui vont les embaucher ou leur ouvrir des portes parce qu'ils sont marathoniens. Donc pour moi, c'est les 42, ça m'a transformé. Là, on est dans de l'intergénérationnel, on est dans... Je mets en place, ce que je fais avec les 42, c'est de l'anthropologie pragmatique. Tous les concepts que je développe, je mets en œuvre au sein des 42. La prochaine édition viendra, parce qu'on va poursuivre. Les New-Yorkais ont été exceptionnels dans leur accomplissement. On fait un cadeau exceptionnel de finir aussi ce marathon tous, alors qu'on avait des doutes. Alors je pourrais vous raconter pendant des heures comment on fait pour accompagner, comment on fait pour ne rien lâcher, comment on fait pour croire en eux, parce qu'on croit beaucoup en eux. Mais ça donne envie toujours, bien sûr, de poursuivre ce combat. On est tous bénévoles dans l'association. Et donc non seulement j'associe les 42, les jeunes de l'intergénérationnel, et là maintenant j'entame une nouvelle action. On va embarquer des personnes dans des méarrées comptées. Là, je vais plutôt amener des gens dans mon univers que sont les déserts, à travers des marches conscientes et à travers des contes, pour pouvoir illustrer la vie autrement. Donc voilà, il y a une actualité qui est extrêmement riche, dense et joyeuse, parce que le seul mot d'ordre, la rencontre, toujours et encore. Très bien, eh bien je mettrai en dessous de l'épisode, voilà, dans la description, un lien pour en savoir plus. Oui. C'est avec un immense merci aujourd'hui que je partage cet épisode. Je voulais vraiment te remercier, Malek, parce que j'avais entendu ton témoignage une première fois il y a 2 ans maintenant au Forum 104 et je suis très honoré de t'entendre à nouveau et de pouvoir partager à mon tour ce que tu avais partagé à ce moment-là, et c'est une autre couleur aussi que je souhaitais apporter sur les témoignages de paix, où souvent on entend parler de méthodes, de résolution de conflits, de projets, de bailleurs, de l'humanitaire, et tout le langage symbolique en fait qui
qui est moins prégnant, comme tu le disais, dans nos sociétés, a vraiment une part essentielle dans les voies de la paix, et voix VOIES et voix VOIX. Et donc j'avais à cœur de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Un grand merci en tout cas. C'est moi qui te remercie, Kylian, c'est un véritable bonheur et honneur. Merci à toi. Merci d'avoir écouté La Voix du Dedans. Si ça vous a parlé, likez, partagez, abonnez-vous et faites résonner la voix autour de vous.